L'horloge du restaurant Altitude marquait 7h30 du soir, et São Paulo brillait en contrebas comme un collier de diamants vu du ciel. Au sommet de l'édifice le plus haut du centre financier, la grande salle était déjà presque bondée. Des hommes en costumes sombres et des femmes en robes de haute couture se déplaçaient entre des tables entourées de verres en cristal et d'arrangements d'orchidées blanches. Le son de rires étudiés se mêlait au tintement des couverts et au jazz doux joué par un pianiste discret. C'était là que le milliardaire Ricardo Mendes avait l'habitude de mettre en scène sa version personnelle de domination, élégante, calculée et incontestable. Cette nuit-là, il célébrait la signature d'un contrat international qui consoliderait son entreprise parmi les 10 plus grandes sociétés immobilières d'Amérique latine. Tout était parfait. Le vin français, le menu, les invités, le discours. Tout jusqu'à ce qu'une serveuse au regard serein et à la posture impeccable s'approche de la table. Helena indiquait son badge doré. Elle servit le vin avec précision. Ricardo observa la dextérité avec laquelle elle équilibrait la bouteille. Il était rare que quelque chose échappe à son contrôle, mais il y avait quelque chose chez cette femme, un type de calme qui défiait la précipitation du monde. Il le remarqua curieux, et comme il le faisait toujours quand il voulait tester l'ambiance, il risqua une provocation. « Ce rouge me rappelle celui que j'ai bu à Moscou, messieurs, » dit-il d'un ton vaniteux. « Un château Margaux 2001, servi lors d'un dîner avec un ministre russe, un homme aux paroles compliquées et aux goûts encore plus exotiques. » Les autres hommes rirent. Ricardo, certain que personne là ne comprendrait, lança en russe une phrase à double sens sur la délicatesse des mains féminines, une plaisanterie déguisée en compliment. Mais son rire se figea quand Helena répondit, également en russe, d'un ton poli et tranchant. « Merci pour le compliment sur mes mains, monsieur, mais je préfère que vous admiriez la qualité du service et non des parties de mon corps. » Le silence qui suivit fut absolu. Les cadres, même sans comprendre la langue, perçurent que quelque chose de grave s'était produit. Helena termina de servir calmement et s'éloigna, laissant derrière elle une atmosphère dense et embarrassante. Ricardo, habitué à dominer n'importe quelle situation, sentit son visage s'échauffer. Il tenta de le dissimuler, mais le mal était fait. Pour la première fois depuis longtemps, il avait été surpris, et pire, remis à sa place. Les invités détournèrent le regard, gênés. Le milliardaire garda le sourire jusqu'à la fin du dîner, mais à l'intérieur quelque chose bouillonnait. Ce n'était pas seulement de l'irritation, c'était de la curiosité. Qui était cette femme qui avait osé l'affronter sans peur? Les jours suivants, il tenta de l'oublier. Mais l'épisode le poursuivait. Pendant les réunions et les voyages, le souvenir du regard ferme d'Helena insistait à revenir. Finalement, il céda à la curiosité et demanda à son chef de la sécurité un rapport discret. Le document arriva en 24 heures. Helena Sokolov, 27 ans, brésilienne, fille d'immigrants russes, diplômée en lettres de l'USP, master en littérature comparée, parlant couramment 5 langues. Aucun antécédent, aucune dette. Une vie simple et propre. Que faisait une femme avec une telle formation à servir des tables dans un restaurant de luxe? Ricardo décida de le découvrir par lui-même. Il revint au Altitude seul, 3 nuits plus tard. Il demanda une table près de la fenêtre. Quand Helena s'approcha, il feignit la surprise. « Bonsoir », dit-il avec un sourire contenu. « Je vois que vous êtes toujours là. »« Bonsoir, monsieur. Oui, je suis toujours là. Ricardo, s'il vous plaît, pas besoin de formalité. Comme vous préférez, monsieur Ricardo. » Le léger ton ironique ne lui échappa pas. Il sourit. « J'aimerais m'excuser pour l'autre soir. J'ai été imprudent. »« Excuse acceptée, » répondit-elle, neutre, sans émotion. Il s'attendait à plus. Peut-être un sourire, un commentaire, mais rien ne vint, et cela ne fit qu'augmenter sa fascination. Pendant des semaines, Ricardo se mit à fréquenter le restaurant avec une assiduité presque obsessive. Parfois il dînait seul, parfois il ne prenait qu'un verre. Helena le traitait toujours avec la même politesse distante, jusqu'à une nuit où il risqua quelque chose de différent. « J'ai pris la liberté d'apporter quelque chose pour vous. » Elle haussa les sourcils. « Quelque chose pour moi ?» Ricardo posa sur la table un petit paquet. À l'intérieur, une édition rare des frères Karamazov, en russe. « J'ai su que vous parlez la langue couramment. J'ai pensé que vous apprécieriez. » Helena examina le livre avec soin. Le nom du traducteur attira son attention.
Cette traduction est de Mikhail Sokolov, dit-elle, émue. Mon père. Je m'en doutais, répondit doucement Ricardo. Pendant un instant, son masque tomba. Le regard dur céda la place à une tendresse contenue. Cette édition est épuisée depuis des années. Elle a été difficile à trouver, dit-il, mais ça valait l'effort. Pourquoi? Parce que je voulais voir votre sourire. Elle rendit le livre ne sachant toujours pas comment réagir. Merci, mais je ne peux pas accepter. Considérez-le comme un prêt alors. Laissez-moi le plaisir de vous entendre me dire ce que vous en avez pensé. Elena soupira. Vous êtes persistant, monsieur Mendes. Les milliardaires le sont souvent. Elle sourit pour la première fois. Et ils croient toujours que tout a un prix. Pas tout, répondit-il. Certaines choses ont de la valeur. Le dialogue marqua le début d'un rapprochement improbable. Les jours suivants, ils commencèrent à échanger de petites conversations. Ils parlèrent de littérature, de musique, de philosophie. Ricardo découvrit en elle une intelligence acérée et un sens de l'humour subtil. L'homme qui contrôlait des empires commença à se sentir petit devant les maux d'une femme qui vivait avec un salaire minimum. Et, curieusement, il aimait cette sensation. Une certaine nuit, il arriva au restaurant plus tôt et l'attendit à la fin de son service. « Acceptez-vous un café ?»« Je ne sors pas d'habitude avec les clients. »« Alors acceptez comme collègue de lecture. » Elena hésita mais finit par céder. Dans le café près du bâtiment, entre des étagères de livres d'occasion, ils parlèrent jusqu'à tard. Elle raconta son enfance dans une maison pleine de livres, son père malade, son amour pour la littérature russe. « Pourquoi avez-vous abandonné la carrière académique ?» demanda Ricardo. Elle détourna le regard. « Parce que parfois le monde ne récompense pas ceux qui le méritent, et parce que j'ai dû prendre soin de celui qui m'a tout appris. »« Votre père ?» Elle hocha la tête. « Parkinson. Chaque jour il lit moins, parle moins. Je ne fais que continuer les mots pour lui. » Ricardo resta silencieux. Pour la première fois, il n'y avait pas de stratégie, seulement de l'empathie. Quand ils se séparèrent, elle dit « Je ne sais pas ce que vous cherchez, Ricardo, mais j'espère que ce n'est pas la rédemption. » Il sourit tristement. Peut-être que c'est exactement ça. Les jours suivants, ils commencèrent à se voir plus souvent. Parfois au café, d'autres fois dans des librairies. Ricardo se mit à lire Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov. Elena riait en le voyant essayer de prononcer des mots en russe. « Pour un milliardaire habitué à dominer les langues des affaires, vous avez un accent terrible. Alors je devrais m'entraîner avec vous. » Le lien grandissait. Mais le monde de Ricardo n'était pas un conte de fées. Bientôt, les rumeurs commencèrent. Les journaux d'affaires publièrent des photos de lui dînant avec la mystérieuse serveuse russe. Les investisseurs murmuraient sur des distractions dangereuses. Son directeur financier l'avertit « L'image d'un milliardaire sentimental peut coûter des millions, Ricardo. » Il répondit calmement « Je préfère perdre des millions que perdre ce qui a enfin du sens. » Mais le prix serait élevé, et Elena allait bientôt sentir le poids de cet amour sous les projecteurs. Les jours suivants, la vie d'Elena devint un tourbillon. Les articles sur les sites de potins l'appelaient « la femme mystérieuse qui a enchanté le milliardaire », et des photos prises en cachette la montraient servant des tables, avec des titres malveillants comme « Cendrillon moderne ou opportuniste professionnel ?» Le restaurant reçut des appels de reporters. Certains clients firent des plaisanteries cruelles. Le vendredi matin, quand elle arriva au travail, le gérant l'attendait à la porte. « Elena, la direction a décidé qu'il vaut mieux que vous preniez un peu de temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Vous me licenciez ?»« Non, bien sûr que non. Juste un congé temporaire. » Mais son regard disait le contraire. Elle sortit la tête haute, le cœur lourd et l'orgueil blessé. Elle savait que Ricardo essaierait de l'aider, mais elle ne voulait pas de pitié. Cet après-midi-là, il appela, mais elle ne répondit pas. Il envoya des messages, aucune réponse. Le lendemain, il apparut chez elle, un petit appartement à Pinheiros. Quand elle ouvrit la porte, elle était pâle et épuisée. « Elena, vous n'auriez pas dû venir. J'ai vu ce qu'ils disent. Je peux arranger ça. » Arranger? Avec de l'argent? Avec de l'influence? C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Ricardo? Vous voulez prouver que vous pouvez sauver la pauvre serveuse humiliée? Il resta silencieux. Elena inspira profondément. « Vous êtes doué pour les affaires, Ricardo,
Mais vous ne comprenez pas le prix des choses que l'argent n'achète pas. Alors apprenez-moi. Ça ne s'enseigne pas, ça s'apprend. Elle ferma la porte lentement. Les jours suivants, Ricardo se plongea dans le travail, mais ne parvenait pas à se concentrer. Le piano de la couverture, qui n'était jamais utilisé, se mit à être joué la nuit. Lui, qui savait à peine lire une partition, essayait de reproduire des mélodies qu'elle avait mentionnées. Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant une réunion, une idée le traverse comme un éclair. Et s'il utilisait le pouvoir qu'il avait non pour conquérir Helena, mais pour lui donner une scène. En moins d'une semaine, il organisa un événement caritatif dans son hôtel, un concert pour collecter des fonds pour les écoles publiques. Il fit restaurer le piano à queue de la grande salle et engagea des musiciens. Mais il y avait un détail. Le pianiste principal avait annulé à la dernière minute. C'était ce dont Ricardo avait besoin. Il appela Helena. « J'ai besoin que vous veniez à l'événement samedi, c'est important. Je ne suis plus employé de votre hôtel. Ce n'est pas pour le travail, c'est pour la musique. Ricardo, s'il vous plaît, si vous venez et que vous trouvez que c'est une perte de temps, je n'insiste plus jamais. » Helena hésita, mais finit par accepter. Le samedi soir, la salle était bondée. Politiciens, hommes d'affaires, artistes, tous les visages de l'élite poliste réunis sous les lustres dorés. Ricardo monta sur scène et fit un bref discours sur l'importance de l'art et de l'éducation. Ensuite, il annonça « Aujourd'hui, avant toute présentation, je veux dédier ce piano à quelqu'un qui m'a appris que la dignité n'a pas de prix. » Les lumières se tournèrent vers le public, et Helena, confuse, sentit les regards se poser sur elle. « Helena Sokolov, continua-t-il, c'est votre soirée. » Elle regarda autour d'elle, incrédule. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. « Vous pouvez. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Que certaines leçons ne s'achètent pas. Apprenez-nous à tous. » À contre-cœur, elle marcha jusqu'à la scène sous des applaudissements timides. Ricardo écarta la chaise pour qu'elle s'asseye. « Quelle musique aimeriez-vous jouer ?» Helena regarda le piano, un Steinway restauré, identique à celui qu'elle utilisait à l'université. « Clair de lune », répondit-elle à voix basse. Les premières notes résonnèrent dans la salle comme une prière. Le public, auparavant distrait, plongea dans le silence. Chaque touche d'Helena semblait raconter une histoire. Celle de la petite fille qui étudiait avec des livres empruntés. Celle de la femme qui servait des tables pour payer les médicaments de son père. Celle de la personne invisible qui était enfin vue. Ricardo l'observait depuis le côté de la scène, le cœur battant. Quand la dernière note retentit, la salle entière explosa en applaudissements. Pas poli, mais ému. Helena se leva, ne sachant que faire. Ricardo remonta sur scène. On dit que les milliardaires n'ont pas de cœur. Peut-être qu'ils ont raison. Mais parfois il suffit d'une personne comme elle pour leur rappeler ce que signifie être humain. Applaudissements plus forts, flash d'appareil photo. Mais parmi la foule, un homme en costume gris observait avec froideur, le journaliste qui avait publié les premiers articles. Il avait déjà le titre pour le lendemain, le milliardaire amoureux et la pianiste au tablier. Le matin suivant, les manchettes explosèrent. Cendrillon des claviers. Milliardaire se rachète avec un concert caritatif. Romance ou spectacle? Helena, une fois de plus, devint une nouvelle. Mais quelque chose était différent. Les gens étaient touchés. La vidéo de sa performance devint virale, accumulant des millions de vues. Ricardo reçut des messages d'investisseurs, d'artistes, même de la mairie. Tous voulaient parrainer le projet. Mais tout n'était pas victoire. Helena, en voyant la répercussion, se sentit divisée. Elle ne voulait pas être un symbole de la générosité d'un homme riche. Elle voulait être reconnue pour son art, pas pour un geste public. Elle alla à sa couverture. « Vous avez promis que ce serait pour la musique, pas pour le spectacle. » Et ça l'était. Non. C'était pour vous en train d'essayer de vous racheter. Peut-être les deux. Mais le résultat était bon. Ça pour qui? Pour moi. Maintenant, tout le monde pense que je suis la pauvre pianiste sauvée par le milliardaire charitable. Ricardo soupira. Je ne peux pas changer ce qu'il pense, seulement ce que je fais. Alors prouvez-le. Aidez-moi à monter quelque chose de vrai, une école, un projet, quelque chose qui dure. Il la regarda, admiratif. Une école de musique gratuite? Oui. Pour des enfants qui n'ont jamais touché un instrument, mais qui ont l'âme d'artiste. Ricardo sourit. Vous me demandez un investissement.
Non, je vous offre un but. Les mois suivants, ils travaillèrent ensemble sur le projet. Ils l'appelèrent Fondation Sokolov, en hommage au père d'Elena. L'ancien entrepôt d'un hangar fut transformé en centre culturel avec des pianos donnés, des cours de chant et des ateliers. Ricardo finança tout, mais insista pour ne mettre son nom nulle part. Peu à peu, les médias commencèrent à le dépeindre autrement. De milliardaire arrogant, il devint mécène moderne. Mais plus important, quelque chose en lui avait changé. Les jours de réunions incessantes et de dîners avec des investisseurs cédèrent la place à des après-midi à écouter des enfants désaccordés découvrir la magie du son. Et aux côtés d'Elena, il découvrait la mélodie de la simplicité. Un an plus tard, lors de l'inauguration de la 2e antenne de la Fondation, Elena présenta une composition originale. « Cette musique, dit-elle au micro, est dédiée à celui qui a cru qu'une femme invisible pouvait être entendue. » Ricardo était dans le public, souriant discrètement. Quand elle finit, le public se leva en applaudissements. Il monta sur scène et dit « Vous m'avez promis de m'apprendre à voir le monde avec d'autres yeux, et vous l'avez fait. Maintenant, je veux tenir quelque chose que je me suis promis à moi-même. » Elena, confuse, demanda « Quoi ?» Ricardo s'agenouilla devant elle. « La première fois que je vous ai vu jouer, un milliardaire arrogant a fait un pari stupide. Que si quelqu'un jouait ce piano mieux qu'un professionnel, il l'épouserait. Aujourd'hui, je sais que j'ai perdu ce pari exprès. » Le public retint son souffle. « Mais je veux le tenir, pas par devoir, mais par amour. » Elena le regarda, surprise, des larmes coulant discrètement. « Vous n'avez pas besoin de faire ça devant tout le monde. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de vouloir. Vous m'avez appris que certaines promesses valent plus que l'orgueil. » Elle sourit. « Alors jouez avec moi. » Ils s'assirent ensemble au piano, et tandis que les deux jouaient une mélodie simple et sincère, le public comprit qu'il assistait à quelque chose de rare. Non seulement un romance, mais l'harmonie parfaite entre pouvoir et humilité. Quand la dernière note résonna, Ricardo murmura « Maintenant oui, Elena, c'est notre vraie musique. » Elle répondit avec un sourire serein, et cette fois il n'y a pas de pari, seulement la vérité. La salle entière se leva en applaudissements, et sur les réseaux, la vidéo de cette nuit se répandit dans le monde avec une légende qui disait « Elle n'a pas gagné un milliardaire, elle lui a appris à être humain. » Des mois plus tard, dans la même salle où tout avait commencé, le vieux piano reposait sous un faisceau de lumière douce. Elena jouait tandis que les enfants de la Fondation riaient autour. Ricardo, désormais différent, observait en silence, sentant qu'il comprenait enfin la valeur de la simplicité. Aucune fortune au monde n'achèterait ce son, pur, libre, vrai. Quand elle finit, il la serra dans ses bras et dit « La musique nous a unis, mais c'est le respect qui nous a gardés. » Elle sourit, sereine, et pour la première fois, le milliardaire comprit que certaines promesses ne se brisent pas. Elles se tiennent en jouant.